Bonjour Emmanuel. Bonjour Midi. Comment ça va? Super, et toi? Bah super, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc ça va être une interview face to face. Alors, je vais juste préciser le sujet. Donc aujourd'hui on va parler d'endométriose et de fertilité avec notre experte dans ces deux approches. Emmanuel, tu peux te présenter si tu veux à la communauté. Donc du coup je suis Emmanuel, je suis coach spécialisée en endométriose et en fertilité. J'accompagne les femmes pour réduire leurs symptômes et optimiser leurs chances de grossesse. Dans un premier temps, on espère toujours une grossesse spontanée, une grossesse naturelle, et puis si nécessaire, de l'accompagner dans son parcours PMA. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a ramené vers ce monde-là d'accompagnement? Est-ce que c'est ton histoire personnelle ou autre? Ou autre, ouais. Voilà. Moi, déjà, j'avais un désir d'enfant qui a toujours été là. Tu vois, genre à 15 ans, c'était déjà très fort. Okay. Puis bon, du fait de notre éducation, du fait de... il faut quand même faire des études, voilà. C'est quelque chose que j'ai mis de côté. Mais c'est toujours resté un petit peu, tu vois, en ligne de fond. Et à 36 ans, j'avais toujours pas d'enfant. Et là, j'étais en couple, j'étais stable. Et donc, on a décidé de s'y mettre. Et en fait, ça fonctionnait pas. Oui. Et on a commencé à faire les tests dits de fertilité. Oui. Et donc j'ai fait une hystérosonographie, donc en fait c'est une échographie de contraste, on t'injecte un liquide dans la cavité utérine. Et malheureusement j'ai fait une réaction à cet examen et je me suis retrouvée au bloc opératoire parce que j'ai fait un accès ovarien. Oh wow, voilà. Ok. Et au réveil on m'annonce que j'ai de l'endométriose. Voilà. Donc là j'ai 38 ans. Ok, voilà. D'accord. Donc c'était une annonce un peu une découverte, même si j'ai toujours eu des règles très douloureuses adolescentes, mais rapidement mises sous pilule. Et puis on nous dit souvent, c'est normal, il faut, les femmes elles souffrent, donc c'est quelque chose qu'on intègre et qu'on met de côté, on fait notre vie, et voilà. Donc c'était une découverte un peu fortuite, on va dire. Et après ça, j'ai été mise sous pilule pour stabiliser. Une fois que c'était stabilisé, j'ai refait des stimulations. D'accord. Mais sauf que comme j'avais toujours de l'endométriose, que ça n'avait pas été suffisant, elle n'avait pas réduit en fait avec la mise sous pilule, ça a enflammé toutes les lésions, la stimulation, puisqu'en fait on vient t'injecter des hormones, et comme l'endométriose c'est une maladie qui est hormonodépendante, tu produis plus d'oestrogène et tu as un déficit de progestérone, du coup ça matche pas. Donc là on m'a dit stop, on arrête tout, il faut voir si on opère ou pas. Donc j'ai été opérée une deuxième fois, puis une troisième fois, puisque moi j'ai eu une stomie, donc c'est on dérive l'intestin, on met une poche. D'accord. Pour qu'il y ait une meilleure cicatrisation. Donc en fait on m'a enlevé un bout d'intestin. Ok. Voilà. Donc j'ai gardé cette poche pendant 2 mois. Après on a refermé, on a fini de tout nettoyer. D'accord. Reménopause, aménorrhée pendant 6 mois. D'accord. Là tu prenais aussi une pilule pour... Oui, tout à fait. Ok. Et après on s'est lancé dans un parcours PMA. D'accord. Voilà. Et est-ce que en fait, déjà la découverte de ta maladie s'est faite par hasard. Par hasard, ouais. Donc ça c'est hyper important à le souligner pour moi. Parce que, en tout cas, dans ces maladies qui touchent les femmes, on se rend compte à un moment où elles veulent avoir des enfants, parce qu'on ne les prend pas en charge dès qu'elles souffrent de règles douloureuses. En tout cas, c'est très rare. Aujourd'hui, peut-être ça a changé de mentalité, mais notre génération, en tout cas, j'ai l'impression, nous, on a beaucoup souffert. C'est ça. Et c'était normal d'aller aux urgences, de se faire picouser, et tu rentres chez toi. Donc, si tu tombes sur un médecin qui est là, il va te dire, il faut faire des échographies, machin truc, et il faut que tu ailles voir un gynéco. Si tu n'as pas cette opportunité-là, en fait, on va juste te réduire ton inflammation, parce que t'es venu aux urgences, donc t'as mal. Voilà. Et tu repars chez toi, et t'as toujours pas de réponse à tes souffrances. C'est ça. Ce que je me rends compte, c'est que ma petite sœur a eu un parcours un peu similaire au nôtre, et elle a été ils l'ont prise en charge
plus vite. C'est-à-dire que c'est le médecin traitant de la famille qui l'a dirigée vers un centre à Marseille pour lui faire les bons examens. Et elle était jeune, hein, elle devait avoir 22 ans. Oui, c'est bien. Donc oui, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte, qu'aujourd'hui, on prend un peu plus en charge cette maladie. En tout cas, un spécialiste va te dire, ah, peut-être que c'est l'endométriose. Mais peut-être que notre génération, on n'a pas eu cette chance. Je pense qu'à notre génération, clairement, l'endométriose, on n'en parlait pas. Non, je connaissais pas. Pourtant, c'est une maladie qui est très ancienne. Hein. Les premiers écrits datent de l'Égypte antique. Donc, oui. Ouais, c'est super vieux. Mais après, si tu veux, dans l'histoire... la femme, la douleur de la femme, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas prise en compte, et donc du coup, on a été classé comme dans l'hystérie, tu vois. Et encore maintenant, tu peux encore avoir des témoignages de femmes qui te disent, mais on m'a dit que c'était dans ma tête, que j'étais folle, voilà. Et que c'était normal. Et voilà, moi, de 12 ans à 15 ans, j'ai eu des traitements, 3 semaines dans le mois pour essayer de calmer ces douleurs, tout ça, mais on n'est pas allé plus loin dans l'exploration de cette douleur. Et c'est que plus tard, que tiens, d'un coup, parce que on veut faire un enfant, qu'on découvre qu'il y a de l'endométriose. Et c'est souvent le cas, en fait. C'est l'endométriose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les endométrioses qui sont très symptomatiques, on a des grosses douleurs et que ça continue toute la vie, mais qu'après, on peut avoir des endométrioses qui sont asymptomatiques, pas de douleur, pas de troubles digestifs, rien. Elles sont cachées. Elles sont cachées soit parce que, pour le coup, il n'y a pas du tout de douleur, soit parce que nous, femmes, on ne s'écoute plus. Ce qui était mon cas, en fait. C'est vrai. Tu vois et du coup, on va venir vraiment découvrir cette pathologie parce que on souhaite faire un enfant. Et que là, d'un coup, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, toi, vu que tu as pris la pilule, je pense que c'est pour ça que tu n'as pas ressenti les douleurs. Tout à fait. Mais pour les femmes qui la prennent pas, la douleur, elle est horrible à vivre tous les mois. Tu vis un enfer. C'est ça. C'est handicapant. Enfin, on va en parler des conséquences. Enfin, peut-être que tu peux en parler de ce que tu as vécu toi. Déjà, il y a le problème de la prise en charge. Peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est amélioré et tant mieux. Donc, on le voit même avec une reconnaissance. Ça s'est amélioré, mais je trouve encore que c'est pas suffisant, tu vois. C'est pas encore suffisant parce que on sait qu'aujourd'hui, l'errance médicale, le délai pour diagnostiquer l'endométriose, c'est encore 7 à 10 ans. Waouh. C'est énorme, en fait. Mais 10 ans, c'est-à-dire que si t'as 15 ans, à 25 ans, t'auras peut-être un diagnostic. Tout à fait. Tu sauras pourquoi tu as souffert pendant toutes ces années. Alors, les personnes que tu as peut-être accompagnées, est-ce que tu vois les conséquences de cette maladie en dehors du physique sur leur santé mentale ? Oui, tout à fait. En fait, l'endométriose, elle va te causer 2 trucs. Les douleurs et la fatigue chronique. Oui. À force d'être fatigué, à force d'avoir cette douleur, déjà tu vas te déconnecter de ton corps pour mettre un peu en retrait cette douleur. Tu vas essayer de pas t'écouter. Tu vas douter de toi. Tu vas avoir une mauvaise estime de toi, une mauvaise estime, une mauvaise image de ton corps parce que c'est lui qui te fait souffrir, c'est lui qui te fait mal. Et du coup, tu vas stresser parce que tu as peur d'avoir mal. Tu as peur d'avoir mal au moment de tes règles, mais aussi en dehors. Tu vas avoir peur d'être fatigué. Tu as le regard de la société. Si tu travailles, qu'est-ce que les gens ils vont penser ? Parce que je suis toujours fatiguée, parce que bien sûr. Il faut que je sorte au moment d'une réunion, parce que je suis absente, parce que voilà, tu as tout ça qui va générer du stress. Et le stress, ça peut devenir de l'anxiété, voire de la dépression. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, quand tu as des règles douloureuses et tu dois t'absenter, que ce soit pour l'école, pour les jeunes filles, ou après plus tard dans le milieu professionnel, l'image, elle est pas superbe. On dit, elle râle parce qu'elle a ses règles. C'est ça. Mais combien de fois tu as entendu, t'as encore tes règles ? Ça va. Non, ça va pas. Non, pas du tout. Et tu sais que... T'as envie de le tuer. C'est clair. C'est quand même les règles, c'est quand même la douleur de règles, c'est quand même la première cause d'absentéisme scolaire. Ah ouais. C'est vrai. Donc, moi aussi, j'allais pas quand j'avais mal. Ou j'allais à l'infirmerie après l'appeler mes parents. J'ai beaucoup de souvenirs comme ça. Moi, j'ai des souvenirs le matin quand je me préparais de me tenir au lavabo parce que j'avais des sueurs, parce que j'allais faire un malaise. Tu le sentais. Tu vois, là, ça me fait penser. Je me rappelle, je devais avoir, je sais pas moi, 15 ans.
Alors avec ma soeur, on a 7 ans d'écart, donc elle était petite, elle avait du coup 8 ans. Oui. On va au spectacle de Centre Aéré, je suis tombée pendant le spectacle, j'ai fait un malaise. Ouais. De la douleur en fait, parce que j'étais debout et j'étais avec ma mère, je dis ça va pas, et paf, dans les pommes quoi. Ouais. Et ça m'est arrivé aussi plus grande, je travaillais dans un cinéma et j'étais en train de déchirer les tickets, bonjour, salle 1, salle 2, et j'ai fait un malaise au milieu de la foule quoi, au milieu de tout le monde. Parce que j'avais mes règles et que j'étais pas bien. Finalement, l'endométriose, ça touche aussi le mental. Et tu vois, la prise en charge de ce côté-là n'est pas aussi, on va dire, peut-être même pas existante pour ces femmes. Ouais. En fait, la prise en charge, elle va être très médicale. Oui. Tu vas avoir un gynéco, tu vas avoir idéalement un radiologue qui est spécialisé pour faire ton IRM pelvienne. Après, s'il y a besoin d'opérer un chirurgien, alors gynéco, urologie, digestif, si besoin, parce que ça peut avoir des atteintes plus larges que l'utérus. Mais eux, ils sont très techniques en fait. Et l'accompagnement opératoire ou l'accompagnement de la maladie d'un point de vue psychologique, émotionnel, eux, ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas le temps. La consultation, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Et là, ils n'en parlent pas. Non. Et ils n'en parlent pas aussi parce que c'est pas leur formation. Non, mais on leur a pas appris. Aujourd'hui, l'endométriose, elle est étudiée à la faculté de médecine depuis 2020. Waouh, ça fait 4 ans. Donc, pour une maladie qui touche, rappelle-moi les statistiques. On va dire qu'on est sur du 1 pour 10 femmes en âge de procréer. Oui. Mais ça, c'est le diagnostic posé. Oui. Donc, on est plus sur 3 à 4 femmes sur 10, en fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Wow. Donc, en fait, oui, on a tous dans notre entourage au moins 1-2 personnes, même plus peut-être. C'est ça. Est-ce qu'il y a le côté hérédité de la maladie? Alors, ça, en fait, c'est une maladie qui est on connaît pas les sources. Ouais, très peu. En fait, qui est multifactorielle. Oui. Il y a plein de théories. Il y a eu la théorie de comment on dit déjà, de l'endomètre en fait qui va se propager en dehors de l'utérus et des trompes rétrogrades. Mais ça, toutes les femmes qui ont des règles, il y a de la propagation et que ça s'élimine. Il y a des théories sur l'environnement, sur le fait que ça soit déjà préexistant dans l'embryon, parce que il y a quelques cas, mais c'est extrêmement rare. Il y a 10 hommes qui ont été diagnostiqués avec de l'endométriose. Donc, du coup, on peut penser que ça date de la période de la conception. Oui. Mais ils n'ont pas d'endomètre. Comment ils ont l'endométriose? Mais à la base, avant d'être différenciés, on a la même... oui, c'est la même cellule. La même cellule, en fait. C'est vrai. Et donc, dans ces cellules... Voilà. Alors, c'est très rare. Il n'y a que 10 cas au monde qui ont été identifiés. Mais en tout cas, voilà, ça pose question. Ça pose question. Moi, je sais que beaucoup plus tard, c'est-à-dire il y a 1 an, j'ai voulu, alors que j'avais eu ma fille, me poser des questions sur qu'est-ce qui se passe quand même. C'est quoi l'histoire dans ma famille, dans mes générations. Et j'ai fait de l'analyse transgénérationnelle. Et donc, moi déjà... à l'étape, la famille d'avant, juste avant, ma tante a eu de l'endométriose. Ma cousine a de l'endométriose. Et je suis remontée comme ça sur des générations de femmes où on ne parlait pas d'endométriose. Mais on savait qu'il y avait de la douleur, qu'il y avait de la plainte, qu'on a dit folle, voilà. Et après, tu remontes plus ou moins loin. Voilà. Mais c'est intéressant aussi à aller chercher. Oui, il doit avoir en fait, oui, comme tu dis, il y a plein de facteurs différents. Et après, il y a aussi des facteurs environnementaux comme le stress, l'alimentation et les perturbateurs endocriniens. Tout ce qu'on a autour de nous qui vont venir, en fait. Peut-être tu as un terrain. Pour moi, je la compare un peu aux maladies auto-immunes. Tu vois, tu as déjà un terrain. Et si tu viens l'enflammer encore plus, parce qu'on les met dans les catégories. Pour moi, c'est une maladie inflammatoire. Et tu vois, et si tu viens enflammer le truc en plus,
c'est bon. Ouais, c'est tu vois. Et donc, tu as beaucoup de femmes, moi j'ai lu dernièrement là, dans des groupes Facebook, qu'il y a des femmes, quand elles ont commencé à travailler en dehors de l'aspect médical, sur le transgénérationnel, sur même aussi les traumas, etc. Et on s'est rendu compte, enfin ce que j'avais lu, je sais pas, c'est un truc que je vous balance comme ça, je suis pas sûre que ça soit lié à ça, et qu'elles expliquent que des femmes, que ce soit elles ou même dans leur génération d'avant, ont eu des traumas sexuels, donc des attouchements et viols et autres. Il y a peut-être ce côté-là aussi à venir à creuser en dehors de l'aspect médical. On n'enlève pas, c'est un truc qu'il faut le faire. Oui. En fait, la question, c'est est-ce que c'est la maladie qui va venir t'amener à un état, j'allais dire dépressif, mais pas forcément dépressif, mais émotionnel modifié, ou est-ce que c'est ton émotion, ton histoire qui fait que tu as la maladie. Et effectivement, l'endométriose est une maladie qui est multifactorielle et où tu peux avoir des terrains aggravants. Ton alimentation, ton environnement, si tu fumes pas, si ton environnement fumait ou pas quand tu étais petit aussi, surtout. À l'époque, on fumait à la maison. Voilà. Moi, j'ai un papa qui est fumeur. Il fumait dans la maison, il fumait dans la voiture. Pareil. Voilà. Ça, aujourd'hui, j'espère que ça n'existe plus. Mais c'est des terrains qui sont aggravants. C'est des facteurs aggravants. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un trauma systématique chez toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose? Je sais pas. Non, moi non Par plus. contre, c'est toujours intéressant, à titre personnel, d'aller travailler sur qu'est-ce que ça génère sur toi comme émotion. Et si tu as envie de t'intéresser à l'histoire des femmes de ta famille, ça peut être intéressant d'aller creuser. Oui. En dehors de la maladie, aussi connaître un peu son histoire personnelle. C'est ça. Ok, on a parlé beaucoup d'endométriose aujourd'hui. Dis-moi quels sont les mythes ou les fausses idées courantes sur l'endométriose et sur la fertilité que tu as rencontré déjà toi en tant que malade et dans l'entourage, enfin les clients que tu as pu accompagner ou ton entourage plus large. Alors, si on reste sur les mythes endométriose et fertilité. La combi. La combi, le plus gros, c'est tu as de l'endométriose, tu es infertile, tu n'auras pas d'enfant. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on le disait avant, il y a 10 ans. C'est systématique. Je pense qu'une femme à qui on annonce qu'elle est atteinte d'endométriose, la première chose qu'elle se dit... Je peux plus avoir d'enfant. Je vais pas pouvoir avoir d'enfant. Voilà. Et c'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est clairement pas vrai parce qu'aujourd'hui, on sait que 60% des femmes qui sont atteintes d'endométriose ont des grossesses naturelles et spontanées. Ok. Donc c'est déjà bien, quoi. C'est beaucoup. Oui, finalement, oui. Donc tu as 40% qui vont avoir besoin d'aide. Que ça soit du coup une aide pour avoir une grossesse spontanée ou après sur un parcours de PMA plus classique. Ok. Et est-ce que tu as des statistiques par rapport, donc là tu m'as dit par rapport à la fertilité, parce que c'est quand même, enfin, tu vois le lien qu'on fait en tant que femme, on a cette image que l'endométriose, ça donne, c'est sûr que que j'aurai ces problèmes d'infertilité. Et enfin, comment casser ce mythe-là? Tu vois, c'est quand même, est-ce qu'il y a ok, il faut que dans les médias on en parle, etc. Mais est-ce qu'il y a de choses qu'on peut nous en faire dans notre entourage, sur les médias, enfin sur les réseaux sociaux, et peut-être un peu plus grand sur l'échelle nationale ou même internationale? En fait, je pense qu'il faut communiquer, il faut faire de l'information, et il faut commencer peut-être très jeune, c'est-à-dire que à l'adolescence, au collège déjà, à sensibiliser. Pour casser déjà c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Oui, déjà. Et puis d'avoir une vraie éducation à la sexualité, dans le sens où c'est quoi un cycle, c'est quoi les différentes phases du cycle, connaître son corps. Moi, j'ai découvert encore des choses, j'étais adulte plus qu'adulte, tu vois, j'avais 40 ans. Et c'est important de se connaître. Voilà. C'est vrai. Voilà. Que ça soit avant d'avoir ce diagnostic, parce que ça peut aider dans la prise en charge. Ce que je recommande aussi
à mes clients ou même aux gens de la communauté qui nous regardent, notez les symptômes que vous avez. C'est hyper important. Ça, c'est un tip que je vous donne comme ça, il m'est venu. Mais notez tout. Et comme ça, quand tu vas voir ton gynéco, eh ben tu lui sors. Moi, je faisais ça. Hein. J'ai mon SPM, donc le syndrome prémenstruel. J'ai ça. J'ai un cycle de tel jour. Mais en fait, tu vas avec de la valeur et ça aide parce qu'il y a des médecins malheureusement mais ils sont pas très dans la recherche, ils vont directement te donner une pilule pour dire bah voilà vous êtes à plus mal et c'est à nous en tant que malades d'aller aussi ramener de la valeur et aider le médecin dans le diagnostic. Donc noter les symptômes, que ça soit des douleurs pelviennes, des douleurs digestives, des diarrhées, notez tout, les effets sur la psychologie, tu vois, les émotions, le fait qu'on se sent pas bien, on a des fois on a des envies de suicide, vraiment hein, on peut aller vachement loin. Oui, mais je te rejoins, en fait c'est important de noter ces douleurs, genre par exemple tu prends une feuille avec une silhouette et tu vas noter où c'est que tu as tes douleurs. Tu peux les coter de 1 à 10, 10 étant le maximum, et à quel moment du cycle tu as ces douleurs. Et d'avoir vraiment, comme tu dis, un cahier d'informations. Et au moins, quand tu vas aller voir ce professionnel de santé, que ça soit ton médecin, ton gynéco, c'est de savoir, de te rappeler, de savoir, non mais là, attendez, moi j'ai eu ça à telle période. J'ai eu ça à telle période. Parce qu'en fait, on se met toujours dans une position inférieure quand on est chez le médecin. Et même moi qui ai l'habitude de travailler avec eux, mais je peux oublier des choses quand je vais chez ma gynéco. En fait. Donc, un entretien avec ta gynéco, ça se prépare. Donc tu notes toutes tes questions et quand tu y es, tu sors ton cahier et tu les lis. Comme ça, tu es sûr de pas faire la petite fille qui se retrouve devant le professeur. Voilà. Aidez-moi. C'est ça. Et donc tu vas lui poser tes questions et tu te connais mieux que ce qu'elle te connaît en fait. Bien sûr, et puis ils n'ont pas le temps. C'est très rare d'aller en consultation et de rester 1 heure. Non, ça c'est pas possible. Il y en a, ça existe des médecins comme ça. Ça existe, mais c'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Et idéalement, il faut trouver des spécialistes. Voilà, il faut ou des gens qui se sont intéressés à la maladie. C'est vrai, aujourd'hui, tu as des spécialistes d'endométriose que tu peux trouver sur les associations d'endométriose. Donc tu sais que eux, ils connaissent beaucoup plus certains symptômes, ils vont faire les examens adéquats et autres. Donc, Parce que même si ton médecin va te prescrire une DRM pelvienne, si la personne elle n'est pas spécialisée, si le radiologue n'est pas spécialisé, il y a peu de chances qu'il la voie l'endométriose en fait. Donc du coup, tu vas repartir avec un diagnostic qui sera négatif, qui sera néant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. J'ai eu ce problème-là. Personnellement, je pense que tu l'as vécu aussi. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait des radiologues spécialisés. Tu vois tu le sais pas. Non, moi j'ai découvert les choses au fur et à mesure quand j'avançais, quand je me suis renseignée. Et je pense que aujourd'hui, les femmes, si elles veulent être écoutées et être prises en compte, il faut qu'elles soient au fait de c'est quoi leur maladie. Il faut connaître. Il faut connaître, il faut vraiment être acteur de sa santé. Tout à fait. Et moi, c'était mon parcours. C'est ce qui m'a motivée aussi je pense que toi aussi, d'aller te former, d'aller lire des livres, des forums, d'intégrer des groupes, de poser tes questions, blablabla. Et tout ça, en fait, tu veux être dans la recherche active parce que t'en as marre de souffrir et que tu te dis, là, il faut que je sorte de cette bulle. C'est ça, faut arrêter, Donc, voilà, tout à fait, tu l'as très bien dit, il faut être acteur, actrice de sa santé, en fait. Voilà. Et il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire... avant même, alors là si on est sur l'endométriose et la fertilité, pour diminuer son inflammation, parce que le lien entre endométriose et fertilité, du coup ça va être que l'endomètre il est inflammé, que les lésions vont venir se fixer et réduire la mobilité, donc tu peux avoir des trompes qui sont bouchées, voilà. Et donc, il faut arriver à faire baisser l'inflammation. Il faut arriver à redonner de la mobilité pour pouvoir permettre une meilleure fertilité. D'accord. Comme tu parles de ça, quelles sont les options du traitement qu'on peut prendre, que ce soit médicaux ou en dehors du médical, donc un peu plus dans le bien-être. Qu'est-ce que tu recommandes pour l'endométriose et la fertilité, pour les deux? Oui, l'un et l'autre après. Ça va ensemble de toute manière. Je pense que dans un premier temps,
il faut faire baisser l'inflammation. Oui, donc c'est ce qu'on disait. Donc travailler sur son alimentation. Donc avoir une alimentation anti-inflammatoire. Rassure les gens sur ça parce que si on parlait de ça avant de lancer l'enregistrement. Alors c'est vrai que c'est une des choses qu'on me dit souvent, hein, c'est compliqué pour notre entourage, voilà. Mais déjà, il faut déjà nous savoir ce que c'est, arriver à et puis il y a des trucs faciles à faire en fait. Et il faut éviter d'aller tu le disais d'ailleurs dans une de tes vidéos, et au début j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que je veux plus de gluten, je veux plus de lactose, je vais acheter des trucs sans gluten et sans lactose. Industriels. Ultra transformés. C'est pas bon, c'est plein de sucre, c'est plein d'additifs et tout ça. Non, on revient à la base des choses simples. Brutes, quoi. Moi je la définis vraiment. Un truc, rappelez-vous, l'alimentation anti-inflammatoire égale à l'alimentation brute. Voilà. Tout simplement. Si tu as ça dans ta tête, donc c'est facile, tu vois. Ok, des fois tu as envie de manger des gâteaux. Moi aussi j'ai envie de manger des gâteaux. J'en fais, hein. Parce que c'est rare de trouver des gâteaux. Je parle de ça parce que c'est quand même le truc. On a quand même été éduqués à manger des gâteaux pour le goûter. Oui. Donc, tu vois. Et même autre chose. Et tu vois, c'est juste de se rendre compte. Ben, tu peux manger plein de fruits, plein de légumes. Il y a des poissons, il y a de la volaille, etc. En fait, ça c'est vraiment un reminder que tout le monde doit se rappeler. Alimentation anti-inflammatoire égale alimentation brute. Et après, c'est bon. Ouais. Après, tu fais ce que tu peux. Ouais. Je suis d'accord. Donc, au début, ça peut paraître une montagne, mais en fait, rapidement, on s'y fait, quoi. Ouais. C'est assez facile, c'est plutôt agréable. Et puis, moi, je vois, au début, je faisais un plat pour moi, un plat pour mon conjoint et ma belle-fille. Aujourd'hui, tout le monde mange pareil, quoi. Donc, c'est très bien. C'est parfait. C'est rapide. Super. C'est parfait. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ouais. Après, il faut travailler sur son activité physique. Je dis pas d'aller faire un marathon, parce qu'on n'est pas tous capables de le faire, on n'a pas tous envie, moi perso, ça me range pas. Mais par contre, il faut rester mobile. Il faut que ton bassin bouge. Et que ton corps bouge. Parce que il y a l'aspect physiologique, que les gens vont du coup rester mobiles et pas se fixer. Et voilà. Mais il y a aussi l'aspect émotionnel. Tu vas générer de l'endorphine, du bien-être, et du coup, tu vas te sentir mieux. Et même quand tu n'as pas envie, je sais qu'on peut avoir envie de dormir, de se reposer, de ne pas sortir parce qu'on est fatigué, on a mal et tout ça. Ok, c'est ok de se reposer. Et à un moment donné, il faut aussi aller prendre l'air. Peu importe, marcher 10 minutes, aller faire un tour. Voilà. Ça, il faut travailler sur l'environnement de la maison. Les perturbateurs endocriniens, donc tous les plastiques, voilà, les produits ménagers, les produits cosmétiques, il y a plein de choses. Alors oui, il faut faire le tri, il faut voilà. Je dis pas qu'il faut tout lever, mais il faut faire le plus possible. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis aller étape par étape. Oui, voilà. Enfin, vraiment, tu changes un truc et tu te dis, ok, là, par exemple, cette semaine, je change, je sais pas, je vire tout mon make-up, peut-être pas tout parce que tu les as achetés super cher et autres. Tu dis, bon, j'ai terminé, par exemple, mon rouge à lèvres. Là, je vais aller acheter peut-être des rouges à lèvres un peu plus clean, etc. Et en fait, au fur et à mesure, tu remplaces peut-être les produits que tu as par autre chose et peut-être faire des trucs maison si tu as envie. Après, voilà. Tout à fait, Tu vois, il y a plein de... il y a plein d'astuces, il y a plein de trucs à faire. Faut le faire progressivement. Tu vas pas te dire, je vais jeter tout mon maquillage ou... alors, si tu veux, tu peux le faire. Hein. Mais voilà, au fur et à mesure, les choses que tu utilises le plus, des fois, le basique, le déo, le gel douche, voilà, le dentifrice, des trucs qui sont directement vraiment... Voilà. Les produits ménagers, revenir sur des trucs basiques. On n'a pas besoin d'avoir le produit pour la salle de bain, le produit pour les toilettes, le produit pour le sol, le produit pour les vitres, le produit... Enfin, voilà, il y a des trucs plus simples. Oui, tout à fait. Voilà. Faire attention à bien dormir, parce qu'en fait, le fait de bien dormir, te reposer, ça va réduire la douleur. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Hein. Voilà. Et puis après, pour la partie plus fertilité, donc tout ça c'est ok aussi pour la fertilité, ça marche. Mais c'est connaître son corps en fait. C'est quoi son cycle? Parce que si tu as été toute ta vie sous pilule, tu sais pas c'est quoi ton cycle. Non. Tes règles, moi j'ai découvert que quand on était sous pilule, c'est pas des vraies règles. C'est vrai.
de savoir c'est quoi ta fenêtre de fertilité, à quel moment, hein, c'est pas le 14e jour comme on l'apprend. Oui, sur l'application. Sur l'application, oubliez ça. C'est plus fini, c'est fini le cours de SVT. Voilà, il faut apprendre à se connaître. Il y a des NGs dans notre corps. Notre corps nous donne plein d'NGs. Et ça, il faut arriver à le découvrir. Mais je pense que ça fait peur, les gens, de se dire « Oh là là, je dois faire tout ça ». Franchement, je comprends. Hein. Ah oui. Je pense qu'au début, tu t'es dit « Oh là là, je dois changer tout ça, blablabla, mais c'est trop dur, je n'arriverai pas ». Je pense qu'on a tout le temps des doutes comme ça quand on doit changer son style de vie, son hygiène de vie. Tout. Franchement, au départ, moi, je comprends que ça fait peur. Hein. Ça peut paraître comme une montagne en fait. Quand tu dis bon alors venez me voir, on va travailler sur votre alimentation, on va travailler sur votre sommeil, on va travailler sur l'activité physique, sur les perturbateurs endocriniens, sur la gestion de vos émotions, on va aller lever les blocages, les pleurs, ça fait voilà. En fait, il faut y aller étape par étape. Qu'est-ce qui te semble le plus facile à remettre en place, tu vas voir ça fonctionne, donc du coup tu as une réussite et tu as envie de continuer. Ça te motive. Voilà. Moi quand j'ai décidé de passer sous une alimentation anti-inflammatoire. Vas-y, raconte-nous ton expérience. Alors, moi je l'ai fait avant de savoir que j'avais de l'endométriose parce qu'en fait, bien avant, on m'avait diagnostiqué une fibromyalgie. Okay. Donc j'avais des douleurs partout dans le corps et tout, et on m'a donné plein de traitements, des anti-épileptiques, des neuroleptiques, des machins. En fait j'avais l'impression de vivre défoncée en fait, d'être dans complètement pas bien, tu vois. Alors je prenais ça pour relâcher mes muscles la nuit, et le matin j'étais complètement dans le brouillard. J'ai dit à un moment donné, j'ai dit stop, je vais trouver autre chose, c'est pas possible. Je sais pas comment je suis arrivée sur le régime anti-inflammatoire, mais j'ai cherché sur internet des choses plus, bien sûr, tu trouves plus naturelles. Et j'ai trouvé, voilà. J'ai acheté un livre sur l'alimentation anti-inflammatoire et je me suis dit, je vais tester. De toute manière, si ça fonctionne pas, j'aurais perdu 10 jours, grosso modo. Dans le livre, elle disait que elle, au bout de 10 jours, elle avait vu les effets. Je me suis dit, bon, je vais... J'ai lu le livre, je me suis bien imprégnée du livre et je me suis dit, bon... Moi, le truc, c'était le Nutella. Ah, tu kiffais ça? J'ai dit, comment je vais faire pour me passer? Alors, j'en mangeais pas des tonnes, hein, mais moi, le chocolat, c'est ma vie. Et voilà, donc je me suis dit... Donc, la première chose que j'ai fait, j'en ai fait maison. T'as fait du Nutella maison? J'ai fait du Nutella maison. Trop bien. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est possible. Oui. Ok. Si tu fais du Nutella, tu peux tout faire. En gros, c'est ça. Si j'arrive à faire du Nutella, je peux tout faire. Donc à partir de là, je me suis dit ok, allez, j'y vais. J'ai fait je me suis quand même fait accompagner. J'ai fait une séance d'hypnose pour justement pour limiter ce que j'avais moi en tête, la peur de craquer, de pas y arriver, de surmonter le regard des autres, parce que tu manges pas ça, mais pourquoi tu manges pas de fromage? Mais quand même, tout le monde boit du lait. Le regard des voilà, mais tout le monde en fait fait n'importe quoi. Tout le monde, on est les seuls animaux sur Terre à l'âge adulte à boire du lait. Oui. De toute évidence. On n'est pas des veaux. Voilà. Donc, j'ai quand même fait une séance d'hypnose et honnêtement, ça a été bénéfique. Et de là, je n'ai jamais craqué. Jusqu'à maintenant où je m'accorde, moi, parce que je sais à quel moment je peux m'autoriser les choses. Mais ou sinon, franchement, c'était... Voilà. Donc, il y a des solutions pour accompagner le changement. Oui, parce que, voilà, c'est une transformation. Hein. C'est un changement de vie, c'est un changement de comportement. Et c'est vrai que c'est difficile de changer ses comportements. Oui, tout à fait. Mais il y a plein de choses à faire. Bien sûr. Voilà. C'est rassurant parce que finalement, en dehors du traitement que tu peux prendre, tu peux aussi te faire accompagner. Là, tu as commencé par l'hypnose, tu t'es intéressé à... Franchement, ton parcours, il est hyper motivant. Et tu as pu le faire seul, mais en même temps, en te faisant accompagner. Tout à fait. Parce que tu voyais à quel moment tu avais un blocage. Et tu vois, tout le travail que tu as fait sur toi t'a aidé dans ton parcours. Donc, franchement... Je pense que si j'avais pas fait tout ce travail personnel... je ne serais pas arrivée à vivre la maladie comme je l'ai vécue
et à garder l'espoir de pouvoir avoir un enfant. Oui, j'allais revenir sur ça. Par rapport à ce point-là, on a parlé beaucoup d'endométriose, mais j'imagine que ces points, enfin tout ce que tu viens de citer, c'est aussi important à les utiliser quand on souffre d'infertilité. Tout à fait. C'est des choses que on devrait apprendre, on devrait dire aux femmes qu'avant au couple, peu importe, mais à la femme, celle qui va porter le bébé, qu'avant de se lancer, elle peut déjà préparer son terrain. Oui. Voilà, la préconception, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Non. Tu vois, on te dit, souvent tu vas voir ton gynéco, endométriose ou pas endométriose, et on te dit, ça fait combien de temps que vous essayez? Ça fait quelques mois. Il va falloir attendre 12 mois pour qu'on puisse vous aider. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 12 mois? Soit tu fais rien, soit tu te dis, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer le terrain qui va accueillir l'embryon. Et on revient aux mêmes choses. L'alimentation, le sommeil, gérer son stress, ses émotions, les perturbateurs. Voilà, on revient sur exactement la même chose. On recommande aussi en naturo, tu vois, il y a l'accompagnement spécifique par rapport à ça. Donc, tu prends aussi des compléments alimentaires. Tu vas venir travailler aussi sur ton terrain émotionnel. Parce que quand tu essaies parce que 1 an, c'est long. Hein. Je sais que certaines femmes, surtout, elles arrivent à l'âge, on va dire, elles dépassent les 35 ans, elles arrivent à 40 ans, pour elles, c'est long, 1 an. Hein. Et j'ai dans mon entourage des personnes comme ça, et donc je sais que c'est très 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 dur pour elles de se dire, oui, en fait, je vais avoir bientôt 40 ans, ou j'ai dépassé 40 ans, et ils me disent, attends, non, mais ils sont fous. C'est ça. Alors, à 40 ans, en général, ils réduisent un petit peu. Mais ils te donnent, je crois, 6 mois, quelque chose comme ça. C'est 6 mois, et quand il y a de l'endométriose, c'est 6 mois, parce qu'ils essaient quand même de provoquer une grossesse spontanée. Il faut savoir que le top de notre fertilité, c'est 30 ans. Et qu'à partir de 30 ans, on commence notre réserve ovarienne commence à baisser, à chuter. Hein. Et si on a de l'endométriose, si elle est en plus ovarienne, c'est d'autant plus marquant. Donc, mais il faut utiliser justement ce temps pour ces 6 mois, ces 12 mois, pour pouvoir changer notre corps qui va accueillir cet embryon. Mais le nôtre et celui du conjoint. Parce que si le conjoint, il continue, c'est un homme, il faut qu'il travaille aussi sur la qualité de ses spermatozoïdes. Tout à fait. Et ça, on l'oublie. Donc, ça veut dire on évite les jeans serrés, les téléphones dans la poche. Tout à fait. Les spermatozoïdes, ils n'aiment pas la chaleur, donc il faut faire en sorte que la température soit inférieure à la température du corps. Il faut mettre, tu sais, les trucs là, comment ils s'appellent, les petites... j'ai oublié. Putain, je me souviens plus le nom. Tu sais, des serviettes qu'on met dans le congélateur. D'accord. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça va me revenir. J'en ai, je te montrerai après. D'accord. Ce qui paraissait bien. On évite le hammam, le sauna. Pour les hommes. Voilà. Et parce que l'avantage de l'homme, c'est que lui, il génère. Les spermatozoïdes se régénèrent rapidement en fait. Donc sous 3 mois, il peut changer la qualité de ses gamètes, de ses spermatozoïdes. Donc ça, c'est super intéressant. Alors que la femme, c'est plus compliqué parce que notre réserve ovarienne, on l'a à la naissance. Et puis elle baisse avec l'âge. Mais pour autant, on peut quand même faire quelque chose. Voilà. Il ne faut pas partir des fétichistes. C'est vrai. Et après, il y a d'autres solutions. C'est-à-dire que si la grossesse spontanée n'arrive pas, on peut partir sur un parcours PMA. Et même dans le parcours PMA, il y a différents stades, en fait. Il y a différents niveaux. Il doit y avoir la stimulation. Alors que ça, quand on est dans l'endo, c'est un peu compliqué parce que ça peut inflammer encore beaucoup les plus. gens. Donc c'est ce qui a été mon cas. Après, tu as l'insémination. C'est-à-dire que là, on va prendre le spermatozoïde qu'on va mettre directement dans la cavité utérine, qui va aller rencontrer ovule. Et après, il y a la FIV, où là, de l'extérieur, on va faire rencontrer un spermatozoïde et un ovule qui va matcher et qui va venir se développer. D'accord. Et après, il peut y avoir le don de sperme, si c'est la qualité du sperme qui n'est pas bonne, ou le don d'ovocytes, si c'est les ovocytes qui sont de mauvaise qualité, ou il n'y en a plus. Et moi, c'était mon cas, tu vois. Moi, on a eu notre fille parce qu'on a fait un don d'ovocytes. Donc, les spermatozoïdes de mon conjoint, et un don d'ovocytes. D'accord. Et après, là, il faut aussi travailler. C'est quoi l'impact? Parce que l'ovocyte, c'est pas le tien. C'est pas mon gène. Et comment tu le vis? Et comment le conjoint le vit aussi? Parce que des fois, on les oublie un peu. Voilà.
Ouais. Moi, le désir d'enfant, il était tellement fort que je me suis pas posé la question. D'accord. Voilà. Et parce que j'avais beaucoup lu sur l'épigénétique et que je savais que une fois qu'elle serait dans moi, c'est mon terrain, c'est mon ventre, c'est ma manière de penser, c'est mon hygiène de vie qui va fabriquer mon bébé en fait. Ouais. Et en fait, si je te montre une photo de ma fille petite et une photo de moi petite, c'est mon portrait craché. Waouh! C'est mon portrait craché. C'est fou. Elle ressemble à son cousin comme 2 gouttes d'eau, quoi. C'est impressionnant. D'accord. Ouais. Donc en fait, il faut se lever cette barrière. Ouais. Voilà. Mais ça se travaille. Oui. Moi, j'ai eu l'avantage d'être coach et hypno et du coup de travailler sur mon parcours. Voilà, je me suis auto-accompagnée, tu vois, j'ai utilisé ce que t'as appris, toutes mes formations sur moi en fait. C'était mon premier truc, quoi. Et ça marche. Voilà. Donc oui, si on fait ça, si on va, même dans le parcours de PMA, je pense qu'il faut se faire accompagner parce que c'est très dur. C'est très dur, c'est émotionnellement, c'est dur. Ouais. Il y a les hormones, il y a le regard des autres, il y a est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas. Il y a il y a toutes les questions génétiquement, est-ce que ça va être mon enfant, pas mon enfant. Voilà, il y a tout ça qui peuvent venir chambouler. Et puis un parcours PMA, c'est lourd. Si on est sur la première phase, c'est-à-dire les stimulations, les rapports sexuels, ils sont timés. C'est tes jours à telle heure. Franchement, tu enlèves le côté sexy et puis c'est régulier. Tu deviens une machine. Monsieur, allez, on y va. Tu as envie, tu n'as pas envie, c'est maintenant. C'est parce que sinon, ça sera le mois prochain, quoi. Et tu n'as pas ce temps, en fait. Tu vois? Donc, je comprends. Donc, c'est important d'être accompagné sur la partie émotionnelle, psychologique. Parce que le stress, c'est la pire chose pour l'endométriose, pour la douleur, mais pour la fertilité. Bien sûr. Parce que si tu stresses, tu n'es pas dans les bonnes conditions pour accueillir un enfant. Bien sûr. En temps de guerre, les gens, ils font pas d'enfants. Et quand tu es dans cette logique de course contre la montre dans un parcours PMA, c'est dur. Si tu travailles pas sur ces émotions, tu te mets en retrait. Si tu te mets en retrait, ton corps se met en retrait. Il n'est pas OK pour accueillir. Oui. Franchement, t'as totalement raison. J'espère que ce podcast sera vraiment écouté pas que par les femmes qui souffrent d'endométriose, mais parce que tu peux aussi souffrir d'infertilité et de ne pas avoir l'endométriose. Ça, tu pourras en parler un petit peu de ce problème. Comment on arrive à détecter? Tu m'as dit au moment où tu vas avoir un enfant, donc là, on va te faire les examens parce que on se rend compte que ça n'a pas marché naturellement. Et donc, il y a d'autres maladies. Je sais, je vais te laisser vraiment, parce que c'est toi l'expert de la fertilité, de me dire aussi quel type de maladie, comment on peut aussi, quels sont les examens qu'on peut faire et comment aussi, s'il y a des outils en dehors de ce que tu viens de dire, autre chose qu'elle tu penses? Alors, il va y avoir plein de pathologies. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'infertilité, déjà, l'infertilité, donc, c'est défini comme 12 mois sans grossesse spontanée. D'accord. Sur ça, quand on arrive à ces 12 mois, il y a un tiers qui sont liés à la femme, un tiers qui sont liés à l'homme, un tiers à la compatibilité, et il reste encore de l'inexpliqué. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui la science, la médecine n'apporte pas de réponse. D'accord. Voilà. Après, tu as plein de maladies. Tu vas avoir le SOPK. On a parlé d'endométriose, mais pour moi, c'est une forme particulière d'endométriose, c'est l'adénomiose. Je connais parce que j'ai ce problème-là. Tu peux avoir les fibromes, il y a plein de fibromes, tu as des difficultés aussi. Tu as plein de maladies qui touchent la femme. Et des maladies qui touchent l'homme. Voilà. Donc, déjà, tu as ça. Après, tu as le pourcentage de fertilité, de possibilité de tomber enceinte par cycle. Il n'est pas à 100%. Non, bien sûr. Et même si tu n'as pas d'endométriose, pas de pathologie et tout ça, c'est réduit, c'est 15%. Puis, à 25 ans. Et puis, à 25 ans. Alors, j'allais te dire, par rapport à l'âge. Donc après. Aujourd'hui, on le sait très bien que les femmes font aussi les hommes. On parle de la femme beaucoup. Désolée. Voilà. Les femmes font des enfants de plus en plus tard. Et ça aussi, c'est un facteur, peut-être de difficulté de concevoir. Tout à fait. Parce qu'en fait, l'homme, il a la chance que lui, les spermatozoïdes sont produits tout le temps.
Nous, on part avec notre capacité ovarienne de quand on est enfant, bébé, quand on est, et elle va se réduire tous les mois. Quand on a... voilà. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, notre fenêtre de fertilité max, c'est 30 ans. À partir de là, sauf qu'aujourd'hui, la vie, elle fait que on fait plus des enfants, très peu, à 20 ans. Parce que on fait des études, on veut avoir un job. Et puis parce que la vie est compliquée aussi. Bien sûr, rencontrer la bonne personne. Avoir une stabilité. Tu as envie d'avoir un bon job, tu as envie de t'épanouir, tu veux profiter avant. Et tu te réveilles et tu as 35, 38, 40 ans. Donc oui, le facteur âge chez la femme est important. Après... On a parlé de l'alimentation, de tout ce qu'on pouvait faire, les facteurs extérieurs. Les facteurs. Il existe aussi la préservation de la fertilité. On parle beaucoup en ce moment de préservation de la fertilité. Donc oui, c'est possible. Il faut le faire idéalement avant 35 ans. Bah oui, même c'est pris en charge par la Sécu. C'est pris en charge tout à fait par la Sécu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que préserver ses ovocytes, ça veut dire rentrer dans une démarche qui est lourde. C'est comme si vous rentrez en stimulation, en PMA en fait. Mais seul. Mais seul. Alors la PMA, ça peut être seul aussi maintenant. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai oublié ce détail. On a parlé des hommes pour montrer aussi qu'ils avaient une action, ils pouvaient aussi faire quelque chose, mais aujourd'hui c'est totalement possible. Et moi je m'étais posé la question, clairement dans mon parcours, quand j'étais seule et que ce désir il était tellement important, la seule manière d'arriver à le calmer c'était de me dire j'ai cette option là. Tu vois. Donc si on revient sur la préservation, c'est possible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir des stimulations. Donc, quand vous allez avoir des piqûres ou des cachets d'hormones pour stimuler la production, pour pouvoir après faire une ponction. Et est-ce que c'est douloureux ce parcours-là, en dehors de l'effet qu'on t'injecte des hormones, qu'on te prélève, etc. Parce qu'en plus, souvent, les femmes, elles vont le faire seules. Parce que je pense que c'est encore mal vu dans notre société. Je sais pas comment tu le vois aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes, moi en tout cas dans ma famille, ça se parle pas beaucoup. Mais entre jeunes, on va dire, encore... on peut se comprendre. Mais tu vois, par exemple, quand j'en parle avec mes parents ou mes oncles, mes tantes, enfin plus avec les femmes, je veux dire, avec les hommes encore un peu plus délicats, c'est quand même très... Bon, après, moi, j'ai une double culture, etc. Mais tu vois, je vois que c'est encore tabou. Même si c'est pris en charge par la Sécu, tu vois. Et là, on voit que dernièrement, le gouvernement essaie de pousser... vers la fertilité, vu que les statistiques sont pas très bonnes. C'est ça. En fait, je pense que tout ce qui touche à la femme, c'est tabou. Voilà, d'une manière générale, on sait que les femmes sont moins bien prises en charge que les hommes. Est-ce que parce qu'on va moins chez le médecin, on se plaint moins, mais on est moins écouté. En fait, la douleur, elle n'est pas écoutée. Voilà. On est dite sensible, chochotte, tu vois, tous les adjectifs que tu peux y mettre. Donc du coup, la femme en général est un tabou. Les règles, c'est un tabou. La douleur, c'est un tabou. La grossesse, c'est un tabou parce qu'il faut la préserver, il faut pas il faut le dire. Voilà, tout est tabou. C'est vrai. Donc oui, mais c'est vrai que c'est lourd quand même. Il faut le savoir. Si vous voulez le faire, il faut le faire avec un projet derrière. C'est pas si vous savez que vous voulez pas d'enfant maintenant ou plus tard ou déjà maintenant, ne le faites pas. Ne vous infligez pas ça en fait. Par contre, si vous avez un désir de grossesse qui est ultra important, posez-vous la question si ça vaut le coup ou pas. Tu vois, c'est vraiment une démarche qui est personnelle. Moi, avec le recul, je me dis que j'aurais aimé le faire plutôt. Le faire, tu vois, pouvoir le faire. Mais c'est quelque chose qu'on ne parlait pas. Non. Tu vois, même si aujourd'hui, moi je suis ravie d'avoir eu mon parcours, d'avoir eu ma fille grâce à un don d'ovocytes. Je suis totalement ok avec, et au clair avec ça. Mais peut-être que j'aurais aimé quand même qu'on me le propose et pouvoir le faire. Voilà. Et qu'on le propose aux femmes peut-être plus tôt, tu vois, parce que moi j'ai appris ça, que la loi est passée en 2021, tu vois. Peut-être, tu vois, à ce moment-là, j'avais pas encore... je crois qu'il faut avoir moins de 35 ans, ou 35 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais j'aurais aimé le savoir. Même peut-être que ça m'aurait aidé dans mes réflexions, de me dire, peut-être que
je l'aurais fait, je sais pas, tu vois, parce que voilà, les risques, ils sont quand même, enfin les risques, c'est pas des risques de maladie, mais voilà, le parcours est quand même assez lourd à le vivre en plus seul, en plus, bah, tu sais très bien que ta famille va pas te soutenir, etc., etc. Donc tu réfléchis pas mal, Oui. Tu pèses un petit bénéfice, risque. Voilà. Et tu vois, et aujourd'hui, quand j'ai vu ça, ben, j'en ai parlé directement à toutes les femmes de mon entourage qui ont moins de 35 ans et qui ont envie d'avoir des enfants et qui sont pas encore ils n'ont pas on va dire, de conjoint. Je leur ai dit, les filles, réfléchissez, vous savez cette possibilité aujourd'hui. C'est une possibilité. Parce que bah, tu n'as pas encore 35 ans, mais c'est dans pas longtemps. Par contre, il faut que tu te renseignes vachement sur le parcours et que ça peut être difficile. Est-ce que tu vas en parler à ta famille ou pas? Parce que tu peux le faire seul, tu n'as pas besoin que tout le monde le sache. Hein. Mais bon, tu as besoin quand même de te faire accompagner, tu vois. Il faut avoir quelqu'un. Je pense qu'il faut quand même avoir quelqu'un à qui en parler. Parce que la partie stimulation, alors, il y a des personnes qui n'ont aucun effet secondaire. Moi, j'ai eu des effets secondaires parce que j'avais de l'endométriose et du coup, ça a été hyper douloureux. Mais je me rappelle, mais j'étais un dragon, j'avais l'impression. J'avais tellement mal que la semaine pour tenir au travail, j'étais exécrable en fait. Tu vois, j'étais sur les nerfs tout le temps, machin. Donc je me contenais. Et le week-end, je faisais que dormir. Je voulais pas qu'on me parle. Voilà. Et ça a été tellement difficile que je me suis dit, peut-être qu'on va arrêter. Voilà. Mais ça... Attention, c'est parce que j'avais de l'endométriose et que c'est venu inflammer, rajouter de l'inflammation sur ce que j'avais. Et parce que c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque parcours est particulier. Hein. Il n'y a pas une endométriose, mais il y en a plusieurs. Chaque femme est particulière. Il n'y a pas une infertilité, il y a des infertilités. Voilà, il y a autant de parcours qu'il y a de femmes, qu'il y a de couples. Hein. Donc voilà. Mais il y a plein de solutions aujourd'hui. Voilà. Ce qu'il faut se retenir, c'est que vous ayez de l'endométriose ou pas, pour concevoir, il y a pas mal de choses. Vous pouvez être actrice, et acteur, vous pouvez faire plein de choses déjà de vous-même. Et après, il y a, d'un point de vue technique et médical, il y a quand même, aujourd'hui, ça a bien évolué. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est sûr. Donc la science a permis ça. Est-ce que tu as d'autres points que tu veux rajouter? Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le côté émotionnel, le côté santé mentale. On en a pas mal parlé. Mais est-ce que tu peux rajouter une petite couche par rapport à ça? Parce que je me rends compte qu'on est vraiment encore très loin dans cette prise en charge, que ce soit de l'endométriose, de la fertilité ou d'autres maladies chroniques. C'est quand même dur, hein, en tant que malade. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que, on va dire, extérieur et aussi en tant que malade? Qu'est-ce que tu peux recommander dans cette prise en charge de la santé mentale? Alors pour l'entourage, d'essayer de comprendre déjà ce qui se passe, d'être à l'écoute, de lever cette croyance elle est toujours fatiguée, il y a toujours quelque chose. Parce que c'est déjà lourd en fait pour la personne. Elle n'a pas besoin de ressentir le jugement en fait de son entourage, de sa famille. Donc d'avoir un soutien, ok, tu es fatiguée, je te propose d'aller te poser, je m'occupe des enfants pendant 1 heure, je vais faire à manger, voilà. Et cet après-midi, il fait beau, on va profiter, on va aller balader. Même si c'est pas beaucoup, mais ça fera du bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit. Voilà. Donc vraiment, pour l'entourage, d'être dans le soutien inconditionnel. Précise-le. Voilà, de la femme. Et si vous êtes en couple, et que vous voulez avoir un enfant, si vous voulez que le bébé soit bien, c'est d'autant plus important. Tu vois parce que la femme, elle doit se réconcilier avec son corps pour pouvoir accueillir un enfant. Parce qu'elle va accueillir un enfant quand même dans l'endroit où elle a le plus souffert, où elle a le plus mal. C'est-à-dire qu'elle a mal au ventre, elle a mal dans son utérus, dans son corps, et ça peut être aussi... plus digestif, voilà. Et dans toute la sphère, dans tout le ventre. C'est ça. Donc c'est la région la plus douloureuse. Et elle va porter un enfant dans cette région. Donc vraiment, elle doit arriver à se soulager, à trouver les moyens pour mieux vivre, pour accepter ce corps. Et accepter ce corps, ça veut dire aussi travailler sur les émotions en fait. Qu'est-ce que tu penses de ton corps?
comment tu le traites. Parce qu'il n'est pas gentil avec toi, mais est-ce que toi, tu es gentil avec lui? Ouais. Tu sais, tu me fais rappeler un truc, mon gynéco, que j'en parle tout le temps de lui. Et il me disait, quand, par exemple, en SPM, parce que moi, c'était la période la plus dure à gérer, en dehors des premiers jours de règles, parce que ça durait trop longtemps, il me disait, faut que tu masses ton ventre, enfin, tu passes cette partie-là, et tu parles avec lui. Et tu lui dis, je suis là pour toi. Mais vraiment, il m'a dit, mais comme si tu parlais à un enfant. Et c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Ça m'a fait penser à ça. Et alors, c'est un gynéco qui est homéopathe. Ouais. Il est bien. Ouais, franchement, j'adore. Enfin, quand tu vas chez lui, tu restes 2 heures. Hein. Ah, c'est... Oui. Mais bon, après, c'est un certain budget, mais ça vaut le coup. C'est 2 heures. C'est 2 heures. Et c'est même pas la première consultation, quand tu reviens le voir après, hein, parce qu'il faut voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Et voilà, donc voilà, tu vois, c'est accepter cette partie-là et être gentil. Moi, à un moment dans ma vie, je détestais cette partie de mon ventre. C'est pas parce que j'avais un gros ventre, hein, parce que c'était en dehors de mes douleurs digestives, j'avais mal au bas du ventre, j'avais mal là. Tu sais ce que je disais quoi à ma mère? Je dis le monstre se réveille. Moi, je l'appelais le monstre. Tu te rends compte? Oui, donc du coup, tu vois le message que tu envoies à ton... Du coup, ce que tu ressens, tu l'envoies à ton cerveau et inversement, voilà. Donc, c'est super important de se réconcilier avec cette partie qui va accueillir, la vie. Oui. Oui, donc il faut partir sur des... Alors toi, tu voyais un monstre, moi je l'avais imaginé comme une araignée avec plein de tentacules et qui faisait des bébés et qui diffusait partout dans mon corps, tu vois. Et c'est intéressant de lui donner une image et d'arriver à changer cette image. Ouais. Tu vois, par exemple, si tu imagines que c'est une boule de feu, parce que moi c'est une araignée qui était noire, qui était moche, tu vois, qui était avec plein de tentacules, comme un neurone mais en forme d'araignée, quoi, tu vois, et plein de trucs qui partaient partout. Parce que du coup, ça représente bien l'endométriose qui va en dehors et qui se diffuse. Et d'arriver, fur et à mesure, à l'imaginer différemment. Tu vois, de te dire, imagine que tu as une boule de feu qui est chaude, qui est brûlante, et où tu n'es pas ok, c'est pas là. D'imaginer quelque chose d'un coup, elle est lourde, elle est sombre. Imagine que tu vas la rendre plus légère déjà dans un premier temps. Imagine que elle passe de rouge à rose. Et peut-être de rose à blanc. Tu vois, pour adoucir les choses. Et si elle était lourde comme du plomb, elle va devenir légère comme une plume. Tu vois, et tu vas changer ta manière de voir la chose. C'est vrai, mais j'avais pas pensé à ça à l'époque. Mais c'était au début de mon parcours. Hein. Oui. Mais voilà, parce que tu voyais cette douleur qui était là, qui te faisait mal et que tu ne comprenais pas. Parce que moi, j'ai vécu une errance médicale par rapport à mes troubles digestifs et après par rapport au truc, enfin, ce que j'ai eu dans mon parcours pelvien, etc. Et c'est vrai que c'était cette image-là. Et quand je disais ça à ma mère, je me souviens parce que je vivais chez eux à ce moment-là parce que j'étais trop malade. Et ma mère, elle était en panique parce que elle s'est dit merde, ça va. Je me rendais pas compte que je lui faisais du mal à ma mère d'ailleurs. Si tu écoutes ce podcast, désolée. Mais c'est dur pour l'entourage parce qu'ils nous voient souffrir et qu'ils savent pas quoi faire. Oui, et donc, et quand je disais ça, je regardais sa tête et je voyais qu'elle était triste parce qu'elle savait que c'est bon, l'inflammation elle allait se réveiller. Et j'avais pas les mêmes outils que j'ai aujourd'hui, tu vois, que tu viens de parler de visualisation. Aujourd'hui, bien sûr, tu viens travailler sur la visualisation, tu vas travailler sur la respiration. D'ailleurs, si tu as des outils, n'hésite pas à nous les partager. Tu vois, des petits trucs comme ça, tu as parlé de cette visualisation. Est-ce que tu as d'autres tips qu'on peut... La respiration, c'est super important. Alors ça, sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos. Moi, j'aime bien utiliser une respiration qu'on appelle la respiration carrée. Je sais pas si tu connais. Comme ça, là? Ouais. Comme la cohérence cardiaque? Ouais, un petit peu, parce qu'en fait, ça me permet à moi de me concentrer sur un nombre, en fait. Et pas juste sur ma respiration. Au bout d'un petit moment, j'arrête. Donc, c'est assez simple. Tu vas visualiser un carré. Tu inspires pour 4. Tu bloques pour 4. D'accord. Tu souffles pour 4. Tu bloques pour 4. Et tu continues. Mais comme tu vas compter... Ton cerveau, il n'est pas capable de faire 36 choses à la fois. Donc, tu comptes et tu respires en même temps. Et déjà là, du coup, tu vas être focus sur ta respiration et ton décompte.
Et tu fais ça pendant 5 minutes, le temps que tu as besoin. Oui. Après, il y a plein d'applis de cohérence cardiaque qui marchent pas mal. Et puis après, on l'a tous fait, hein, la bouillotte, voilà. Oui. Il y a plein de le massage avec des huiles essentielles qui... Alors moi, je sais que j'utilise le basilic, par exemple. Moi aussi, ça marche très bien pour moi. Voilà, ça peut être plein de petits trucs qui doivent être cumulés, en fait. Oui. Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre? Est-ce que tu veux donner des conseils? Parce que là, ça fait quand même 1 heure qu'on parle. Des conseils, non, je pense que on a donné pas mal d'infos et tout. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas attendre de vouloir faire un bébé pour prendre soin de son corps. Ouais. Voilà. Voilà. Il faut c'est au quotidien, son corps, c'est nous, c'est notre vie, voilà. Et en fait, on se rend souvent compte que c'est important la santé une fois que on est malade. Ouais, c'est ça. Donc le message c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre corps pour après faire ce que vous voulez. Voilà. C'est vrai. Ça sera ton mot de la fin? Ouais, ça sera mon mot de la fin. Bon, alors préparer son corps et son esprit. C'est ça. Bah écoute, très bonne conclusion. Merci Emmanuelle d'être venue aujourd'hui et j'ai passé un moment important et riche avec toi. Merci de m'avoir partagé ton parcours et de l'avoir partagé à ma communauté. Et alors dis-moi où on peut te retrouver. De toute façon, je mettrai les descriptions pour retrouver Emmanuelle et pourquoi pas se faire aussi aider sur ces spécialités. Voilà, je te laisse finir avec ça. Alors, on me retrouve sur Insta et sur Facebook sur les noms ressources thérapie. Ok. J'ai aussi créé sur Facebook un groupe qui s'appelle Endométriose et fertilité de femme à femme. Okay. Donc l'idée c'est de pouvoir échanger entre nous, de se donner des tips, des conseils, et puis d'être dans une communauté sécure entre nous. Bienveillante. Voilà, bienveillante. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment. Waouh, très 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 riche comme échange. Et puis je te dis à bientôt, peut-être dans un autre épisode. Super. T'es la bienvenue si tu veux partager autre chose et voilà.